Mais la croyance, au niveau que je veux en parler, c'est au niveau de élucider ce que ça veut dire ne pas croire. Okay? C'est mal dit, en fait. Okay? Ne pas croire, c'est très mal dit. Okay? Parce que ça suppose une attitude psychologique de ne pas croire. Fait que, on en arrive à ne plus croire, pas à travers une attitude psychologique, mais à travers une réalité, autrement dit, des expériences. C'est quand on vit les expériences ou des expériences d'observation, quand par exemple, quelqu'un vit un processus, il se fait expliquer la mécanique, etc. Tant qu'il comprend psychologiquement, il y a une croyance quelconque là-dedans. Tant que l'individu n'a pas exercé ou n'a pas été en mesure d'observer en temps réel, dans sa vie, dans son expérience, ce qu'il a appris, l'information qu'il a reçue, si tu veux, ou qu'il a acquis, à ce moment-là, il est dans la croyance automatique. Et lorsqu'il vit l'expérience, c'est là qu'il sort de la croyance, parce que, dans le sens que ça fait partie de son savoir, parce que c'est son expérience. C'est là que l'individu ou le côté autonome ou l'autonomie commence. Mais tant qu'il n'y a pas d'autonomie du genre dans l'expérience, il y a croyance, plus ou moins. Okay? Il y en a que c'est beaucoup, là. C'est littéral, là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intégré dans l'expérience. Fait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il faut être en mesure de vivre l'expérience, d'observer ce qu'on est en train de vivre, par exemple. On peut parler de programme, on peut parler de conflit, on peut parler de n'importe quoi, mais tant que l'individu n'a pas confronté ça, tant qu'il active les programmes, puis le conflit ou les conflits, c'est théorique, c'est de la croyance. Ça a du sens pour lui. Mais quand ça a du sens pour une personne, ça frise la croyance, ça touche à la croyance. T'sais? Ou ça peut être de la croyance pure, là, lourde. Alors les gens ne comprennent pas, ils ont bien de la difficulté à réaliser que on se libère de la croyance seulement, pas par attitude, mais par expérience, autrement dit en vivant l'expérience, par nous-mêmes, de ce qu'on croyait avant. T'sais? Puis les gens vont réaliser que l'expérience est totalement différente de ce qu'ils pensaient, de la vision qu'ils avaient auparavant. Hein? Fait que, alors, est-ce que la difficulté, c'est pas justement d'absorber cette expérience dont vous parlez, qui au départ est absorbée comme une croyance, parce que c'est donné par l'extérieur, mais de ne pas essayer de se l'accaparer avant d'avoir vérifié, parce que ça nous met dans le vide quand même. Est-ce que c'est pas ça la difficulté, c'est qu'on se retrouve face au vide jusqu'à ce qu'on ait vérifié l'information? Ouais, une forme de... oui, c'est une forme d'envoûtement. Dans le sens qu'on ne sait pas. Donc, il y a du doute, il peut y avoir du doute, il y a beaucoup de doute dans la croyance. À certains moments. Il n'y a pas de... Il y a pas une volonté réelle dans la croyance. Il peut y avoir une volonté, selon le degré de croyance, là, même ça peut aller au fanatisme, mais ça donne une volonté, ça. Mais tant que c'est vécu comme ça, c'est pas notre volonté. C'est la volonté des programmes, c'est la volonté de notre inconscience, finalement. Ou d'une conscience qui n'est pas mature, une conscience évolutive, une conscience psychologique. Parce qu'on ne voit pas les dessous.
On le vit. Bon, on ne sait pas comment s'en sortir, comment y arriver finalement. On peut croire ce qu'on veut, mais on se demande comment y arriver. On pense qu'on est arrivé à bon port par la croyance. Puis la vie nous ramène à on n'est pas encore arrivé. Parce que la vie nous le prouve finalement, à travers nos expériences. C'est remis en question. On voit pas la conséquence, ouais. Ouais, c'est remis en question à ce moment-là. Puis ça crée le doute, puis ça crée tout ça l'affaire. Donc est-ce que le doute est proportionnel à notre tendance à être dans la croyance? Ouais. Oui, parce que c'est pas intégré. Alors, vous ne le savez pas, mais tout d'un coup, vous doutez. Hein? Vous doutez de vous-même, vous doutez de... Pas nécessairement de la croyance comme telle, mais vous avez un malaise. T'sais, il vous manque quelque chose. Comment se fait que je le vis pas, moi, ça, encore? Je le comprends. Comment se fait que je le vis pas encore? Je le saisis, je peux en parler, mais je le vis pas encore. Bon, mais la raison, c'est que la personne ne l'a pas intégré. Elle n'a pas vécu l'expérience d'observation. Elle est en mesure d'observer en temps réel, dans sa vie, dans son expérience, ce qu'il a compris, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a saisi de la mécanique, comment ça fonctionne, etc. Même s'il comprend la mécanique, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que j'appelle ça un éveil psychologique. Une sorte d'éveil à la réalité systémique, mais elle n'est pas vécue encore dans l'expérience de l'individu. Alors, les habitudes sont là, les programmes sont là, les conflits sont là. Fait que, il faut comprendre puis savoir bien les affaires, mais l'appliquer, là, c'est parce que vous êtes programmé, vous êtes d'une autre façon. Fait que c'est là le clash, là, le conflit. Puis les gens en souffrent de ça parce que c'est ça qui crée un doute, là. Hein? Parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils ne peuvent pas l'appliquer. Ben beau avoir des théories, puis comprendre, puis avoir de l'information, mais on ne peut pas l'appliquer, ça vaut quoi? T'sais. Donc il y a un grand gap quand même entre simplement avoir la théorie et puis être capable de l'appliquer dans l'expérience de tous les jours. C'est ça. C'est le Grand Canyon. Le gap. Et les gens, ils s'en aperçoivent pas, ils pensent pas ça. Ils sont habitués à comprendre les choses, puis bon, ok, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai tout compris ça. Puis là, ils lisent encore, ils écoutent encore, ben oui donc. Puis là, ils continuent à absorber de l'information, puis ils pensent que c'est ça qui va le sortir de... Oui, c'est un début, mais il faut savoir que c'est pas la fin, c'est pas la conséquence, là. Est-ce qu'une personne qui est dans le processus va savoir quand il sera en contact avec la conséquence, justement? Oui, mais au début, il ne sait pas. Il faut lui dire, il faut lui expliquer. C'est normal. C'est normal. Les gens ont une aversion de se faire dire des choses ou de se faire prendre les mains dans le sac ou dans le piège ou whatever. Là. Mais c'est normal. Ça prend une personne qui a déjà vécu l'expérience pour faire voir à l'autre comment... c'est comme les parents face aux enfants, c'est le même processus. L'enfant qui est avec des parents qui fonctionnent de façon psychologique, évolutive, il va vivre une conscience involutive, c'est automatique. L'enfant qui est avec, dont les parents sont éveillés, plus
plus dans leur intelligence ou de l'intelligence du système, ben là, à ce moment-là, l'enfant va être plus éveillé, automatique. Pourquoi? Parce qu'il subit l'influence dans l'expérience. Il y a une influence. C'est pour ça que je prône le contact direct, moi. C'est que ça. Contact at large dans une salle de 100 personnes ou par vidéo, c'est pas assez. La personne peut errer là-dedans pendant toute sa vie. C'est pas assez, ça. Il faut qu'il y ait une interaction directe. Pareil comme l'enfant par rapport aux parents. C'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il réalise des choses. Parce que les parents le savent. Fait que ça prend un tuteur, genre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les gens ont une aversion en rapport avec ça. Une fausse individualité. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'une personne adulte, elle se pense déjà ajustée, quoi? Oui, déjà ajustée, déjà mature, etc. Fait que, ils ont beaucoup de difficultés et dans la dévalo aussi à cause du conflit. Ils n'ont pas d'individualité. Fait que, ils la protègent. J'ai peur de perdre mon individualité. Ça se perd pas une individualité. Ça se perd pas une identité réelle. Impossible. Impossible. C'est solide comme du roc. Alors, ceux qui ont peur de perdre leur individualité, c'est parce qu'ils n'en ont pas. C'est parce qu'ils ont un gros lien avec le collectif. Gros comme le bras. C'est ça le problème. Le problème, c'est votre lien avec l'autorité collective. Occulte. Caché. Est-ce que c'est aussi lié au fait que toute notre enfance, on est confronté par les adultes, on est constamment confronté par la collectivité pour être parfait, pour être bon, c'est ça. Être dans tous les niveaux. C'est ça. Être confronté, c'est un peu comme assumer le fait qu'on n'est pas capable encore de vivre. Ouais. Puis vous êtes confronté de façon psychologique, autrement dit, par des individus qui ne sont pas au fait de la réalité. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous faites quand vous tombez dans l'adolescence, vous vous rebellez? Pourquoi? Parce que ça vous étouffe. Ça étouffe quoi? Ça étouffe justement votre identité réelle, autrement dit, votre personne. C'est pour ça que certains enfants se rebellent. Ça étouffe la personne. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est la conscience des parents et de l'environnement qui étouffe la personne. Pourquoi? Parce que le collectif, l'autorité collective demande à la personne de l'enfant qui s'ignore, c'est évident, de se mouler à ça, au collectif. Puis plus la pression est forte au niveau de l'autorité, pire c'est. Autrement dit, pire la rébellion est forte. Plus l'enfant se sent étouffé, plus il se rebelle. Il y en a qui ne se rebellent pas, parce qu'ils sont totalement étouffés. Ils n'ont aucune individualité, ils sont très collectifs. Si vous parlez de ces gens-là, sont conformistes à l'os. Le rebelle, lui, ou la personne rebelle, n'est pas conformiste ou essaie de ne pas être conformiste, mais de façon psychologique. Elle en souffre. Parce qu'elle va toujours souffrir du fait qu'elle s'est rebellée contre le collectif, parce qu'elle est quand même liée au collectif à travers sa peur du rejet et de l'abandon que le quitte. Puis là, c'est le clash entre les deux, mais l'individu ne le sait pas. Ne sait pas l'enjeu, ne sait pas ce qui se passe. C'est ça le problème. Puis là, une personne qui se rebelle très jeune, elle va souffrir plus qu'un autre. Elle va être plus sensible, c'est évident. Hein? Tu sais, quand tu étais échauffé là, pendant toute ta jeunesse, tu es sensible à ça. Est-ce que justement, voilà, c'est ça, une personne qui se rebelle, c'est la double peine. D'un côté,
elle essaie de s'extraire de la conscience collective qui l'étouffe, et en même temps, que plus elle s'extrait, plus elle nourrit ses conflits d'insécurité. Donc c'est la double peine, en fait. Exactement, ouais, exactement. Parce que c'est pas pourquoi. C'est ça le pire. Elle sait pas pourquoi. Hein? L'IA n'est pas capable de le voir. C'est trop occulté, ça. L'enfant accepte l'autorité collective. Tous les enfants acceptent l'autorité collective, mais à travers leur peur du rejet et de l'abandon. Alors, ils ont beau se rebeller par la suite, ils ont tout le temps peur de l'abandon et du rejet. Alors, ça clash, là, à ce moment-là, entre la rébellion, le fait d'essayer de s'individualiser, d'être moins conformiste, et le conformisme de l'autorité collective. C'est ça, tout le monde vit ça, là. Il y en a qui ne vivent pas la rébellion. Eux, ils souffrent quand même, parce que la personne ne peut pas être étouffée. Un jour ou l'autre, ils vont en souffrir. Dépression. Ils se demandent pourquoi ils tombent en dépression, mais c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. La personne n'a pas de puissance. Elle s'est laissée complètement là, englober. Là. Donc tous les choix qu'elle fait, c'est les choix de la collectivité, qui le font pour elle, finalement. Ouais. Tout est lié à ça. Tous vos programmes sont liés à l'autorité collective, au clash, au conflit. Quand vous réagissez, par exemple, parce que quelqu'un vous rejette ou vous parle d'une certaine façon, à ce moment-là, ben, c'est la peur du rejet du collectif, de l'autorité collective. C'est pas la personne. La réaction que vous avez, l'automatisme, le programme, c'est ça. Vous êtes programmé toute votre vie comme ça, à réagir à ça. Que quand ça arrive dans votre vie, vous continuez quand même. Parce que vous n'avez pas élucidé le mystère. Là. Toute votre vie. Vous allez avoir 50 ans, puis vous ne savez absolument rien de ce qui s'est passé. Puis vous répétez la même expérience tout le temps. Quelle expérience? L'expérience de réagir, et vous nourrissez le programme. Vous réagissez tout le temps. Vous activez tout ça continuellement. Vous activez donc le conflit principal continuellement. Comment voulez-vous vous en sortir si vous activez ça? Il faut à un moment donné ne plus activer ça. Il ne s'agit pas de désactiver, il s'agit de ne plus l'activer. Là, ça prend une conscience qui sait qu'est-ce qui se passe. Puis, une personne qui l'applique. Parce que si ce n'est pas appliqué, donc, il peut y avoir croyance là aussi. Si on ne l'applique pas. Personne ne peut savoir tout ça, pas être capable de l'appliquer. Ça ne l'applique pas. Si je comprends bien, ça implique qu'il faut avoir développé une vigilance au quotidien de la mécanique. Il faut le savoir continuellement. Oui. Ça fait partie de notre réalité. Ouais. Puis ça, même si vous le savez, on vous informe là-dessus, puis vous le savez, là. T'sais. Vous pouvez passer un test là-dessus, ça n'a pas d'importance. Hein? Plus vous intellectualisez l'affaire, plus vous le savez, plus vous avez de mémoire, pire c'est dans le fond, ça vous empêche de passer à l'action. C'est dans l'action que vous allez réellement le savoir. Ici, c'est une connaissance, c'est de l'information, mais dans votre vie, dans votre expérience, c'est là que vous intégrez. C'est là le savoir. Là, vous le savez. Vous commencez à le savoir. C'est pas une fois, là. Puis là, vous commencez à ne plus activer ça parce que vous avez toujours conscience de ça. Trop conscience de ça. Mais pour avoir trop conscience de ça, il faut commencer à l'appliquer. Puis ne pas réussir parfaitement, etc., pendant longtemps, pour perfectionner ça, puis là, en arriver à observer tellement en focus que
C'est tellement clair là, qu'on on peut plus activer le programme, on ne peut plus activer ces genres d'automatismes-là. Comment qu'on fait ne plus activer ça? C'est de ne plus tomber dans le piège des bonnes raisons, des justifications qui nous amènent à vivre les émotions. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc vous dites que, ouais. Donc vous dites que plus c'est clair, moins on va avoir tendance à justifier ou à se laisser justifier. Ça serait comme se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est de la clarté? Comment les ésotéristes appellent de la clarté? Ils appellent ça de la lumière. C'est ça, la lumière. Elle n'est pas forte, mais la lumière, elle n'est pas forte. Mais, tiens, c'est de la clarté d'esprit. C'est nous, la lumière, c'est nous, la clarté. C'est nous qui éclairons. Ça ne vient pas d'ailleurs, cette affaire-là. C'est nous qui éclairons. À travers quoi? Notre observation. On éclaire quoi? On éclaire la réalité. On voit clair. On voit ce que derrière. On est capable de voir dans ce que les gens appellent l'invisible. L'invisible, c'est tout ce qui est vibratoire. Pas mal, hein? Tout ce qui est psychologique, c'est visible. Tout ce qui est vibratoire, c'est invisible. C'est invisible parce qu'on n'a pas les yeux pour le voir, puis les oreilles pour entendre, dans le sens vibratoire. Donc, on n'a pas conscience de cette dimension-là. C'est pour ça que c'est si occulte. C'est occulte parce qu'on n'a pas la capacité d'observation. On observe avec nos yeux. Hein? C'est ça le troisième œil en passant. Le troisième œil, là, c'est la capacité d'observation dans cette dimension-là. Capacité d'observation vibratoire, c'est la même chose. Donc, quand vous dites comprendre la mécanique par soi-même, c'est ça, y voir clair, c'est comprendre sa propre mécanique. C'est ça, être capable comprendre, oui, avoir l'information, etc., mais commencer à l'appliquer. Parce qu'on ne peut pas la comprendre totalement, absolument, de le savoir, tant qu'on ne l'applique pas. On pense comprendre, mais quand on l'applique, on réalise que, oups, il nous manque des bouts, là. Parce qu'ils ne sont pas intégrés. Tandis que dans l'action en temps réel, ça s'intègre tranquillement, pas vite, à travers les erreurs, c'est évident. Et les corrections, puis on en arrive à ne plus activer tout ça. C'est quelque chose, là. Ça se fait pas en une semaine, ça. Ça se fait pas parce qu'on comprend. Tu sais? Là, je m'adresse aux grands intellectuels là, qui pensent tout comprendre. Puis, c'est simple. Je savais ça, moi. Ah ouais, applique-les maintenant. Là, c'est une autre affaire. Je sais comment. Pas de problème. Maintenant, applique-les. C'est comme n'importe quel sport ou n'importe quelle habilité, art martial, whatever. Personne dit, je comprends. Là. Applique-les maintenant. Tu vas faire taper sa gueule. Vite. C'est une autre histoire, l'appliquer. Est-ce que la problématique, c'est qu'on ne réalise pas, en premier lieu, quand on entend les informations ou l'expérience dont vous parlez, que c'est une question de vigilance, de développer une vigilance suffisante pour pouvoir intervenir, justement. C'est ça. Puis cette vigilance-là, suffisante, elle vient au fur et à mesure que vous vous sevrez de la croyance. Comment on se sert de la croyance? Dans l'action. C'est l'action, dans l'action d'observer, etc., qu'on développe cette vigilance-là, c'est évident. Et on se libère de la croyance. C'est quoi qu'on a compris, puis c'est clair, là, on n'a pas besoin d'autre chose, là. Ça, c'est croire. C'est ça, croire. Même si vous êtes capable de décrire exactement ce que je dis, moi, ce que je parle, la mécanique, vous êtes dans la croyance parce que vous ne l'avez pas vécu comme expérience.
Il y a des gens, c'est des accumulateurs d'informations. C'est incroyable. Tu sais, c'est comme s'ils mangeaient 24 heures sur 24. Tu sais, ils n'évacuent jamais. Tu sais. Fait que c'est compacté. Puis c'est de la croyance à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de l'appliquer. Applique-les. S'ils l'appliqueraient, ils en parleraient d'une façon totalement différente. Ils en parleraient d'une façon créative, à leur sauce. Ah là, c'est intéressant. Là, ça peut amener quelque chose de nouveau, là, tu sais. Ça peut allumer une petite lumière. Tu sais. Même pour une autre personne qui est éveillée. Ah, c'est intéressant, ça. Moi, je parlais avec Bernard dans le temps, là, je le rencontrais régulièrement. C'était que ça. Je disais des choses. Ah, ouais, c'est intéressant, ça. Puis là, on commençait à parler de ça. Ça allumait une lumière. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma propre intelligence, dans ma propre expérience, tout simplement. C'est ça qu'il appréciait. Sans ça, pourquoi il aurait été intéressé à communiquer avec moi, à me côtoyer, whatever, à me rencontrer même. Mais bon. Bernard était très sélectif à ce niveau-là. Il aimait les gens d'action. Donc pas dans la théorie, quoi. Pas dans la... Exactement. Ouais, c'est ça. Pas dans la théorie, dans l'action. Est-ce qu'il n'y a pas une résistance justement dans l'action à cause de l'erreur, qu'on se confronte à sa propre erreur justement? Exactement. La peur de l'erreur. La peur. Pourquoi? À cause de la possibilité de rejet. Ça, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, même chose. Vous nourrissez le conflit. Si vous ne voyez pas à travers ça, voyez-vous là? Premièrement, observer ça, puis là, après ça, commencer. Il y a plein d'embûches comme ça. Tout ça, c'est si complexe. C'est très simple, mais du point de vue psychologique, ça a l'air très complexe. À cause de ça. Est-ce qu'une personne qui commence tranquillement à prendre conscience justement de ces obstacles-là, il simplifie tout? Oui. Ça simplifie tout. Ça simplifie tout. Ouais. Ouais. Ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure que vous êtes en mesure d'observer ou d'avoir conscience de tout ça en temps réel. Malgré les mises en vibration, malgré la puissance des programmes, du conflit, etc. Alors, c'est toujours l'individu contre ça. T'sais? Il doit se manifester, il doit manifester sa puissance. Et pour ça, il faut qu'il voit clair. Donc, il doit illuminer ça. Ce qu'il y a derrière, la mécanique, etc. Il faut que ça soit clair. Si une personne est dans les vapes ésotériques, spirituelles, elle ne peut pas voir ça. Elle ne l'acceptera jamais. Tu sais. Elle ne l'acceptera jamais. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait... La lumière, c'est pas elle, ça vient d'ailleurs. Tu sais. Fait que... Comment qu'on lui parle pendant... Ça n'a pas d'importance, la personne... Non. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas suffisamment évoluées, tout simplement. Personne qui est suffisamment évoluée, ça lui parle. D'automatique, ça lui parle. Même si Est-ce que c'est aussi lié au fait que... Oui, pardon. Vas-y. Je disais, est-ce que c'est aussi lié au fait que
quand la personne elle a plus le choix, elle commence à prendre la responsabilité de ses erreurs. Elle a plus le choix, elle sait qu'il faut qu'elle aille fouiller là où elle fait des erreurs finalement. Ouais, mais elle voit plus ça. Une personne qui vit ce processus-là, là, qui est dans l'action, elle voit plus ça comme une erreur. Ça devient créatif. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'acquisition de la capacité d'observation de plus en plus raffinée, qui va de plus en plus ne plus activer cette programmation-là, qui n'activera plus le conflit. Le problème, c'est que les gens nourrissent leur conflit, nourrissent les programmes, sans le savoir. Continuellement. Ils en parlent de cette façon-là, etc. Quand je suis en consultation, je fais que ça. Faire voir aux gens qui sont en train de parler pour le conflit. Pas contre. Ils sont contre le conflit. Tout contre. Dans le sens qu'ils ne le voient pas. Ils parlent, ils sont habitués à nourrir le conflit à travers leurs paroles. Ça va loin l'affaire. Continuellement. Continuellement. Alors, faut intervenir puis le faire voir qu'ils sont en train de faire ça. De parler en fonction de nourrir le conflit. Ils observent, mais ils n'observent pas le conflit comme tel ou ce qu'il y a derrière. Ils observent la forme, ce qui a déclenché le programme, etc. C'est comme... ils ont des œillères. Ils ne sont pas capables de voir ce qu'il y a là. Impossible. Est-ce que c'est justement le fait d'être dans le centre de son conflit constamment, est-ce que c'est justement lié au fait que si on n'est pas du côté du conflit, on lâche la vigilance qu'on a toujours maintenue? Ouais, dans un sens, ouais. Mais lâcher la vigilance, c'est faire face au vide. Lâcher la vigilance, c'est faire face à la mise en vibration. Parce que les gens, ils sont vigilants contre la mise en vibration. Ils ne veulent pas avoir la mise en vibration parce qu'ils savent que, inconsciemment, plus ou moins consciemment, ils savent que la mise en vibration, là, ils souffrent de ça. Là. Ils vont souffrir de quoi? Du rejet, le patard. Fait que, pourquoi? Parce qu'ils embarquent tout le temps dedans. T'sais? Fait que, ils vont avoir peur de ce qui les attend s'ils ne sont pas vigilants par rapport à ça. S'ils ne réagissent pas par rapport à ça. C'est la peur. Tu sais, quand je parle de la peur du rejet, c'est ça, de ça que je parle. Les gens ont peur de revivre ce qu'ils ont vécu très très jeunes. L'impuissance qu'ils ont vécu de se sentir totalement abandonné. L'enfant, c'est ça qu'il vit. Quand les parents ne sont pas suffisamment en mesure, pas suffisamment conscients pour sécuriser l'enfant. Je ne parle pas physiquement, là, psychiquement. Physiquement, c'est évident, là, mais psychiquement. C'est subtil. Mm-hmm. Est-ce que dans ce domaine-là, de la psyché et du monde intérieur, est-ce que souvent la solution fait partie du problème, ou le problème fait partie de la solution? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où si c'est un manque de vigilance, eh ben, la solution c'est d'être vigilant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est généralisé un peu, là, mais... Généralisé. Je comprends. Que s'il y a un problème quelque part, il y a déjà la solution imprégnée dans le problème. Ouais. Comme ne plus activer. L'être humain, il active constamment parce qu'il n'a pas conscience de tout ça. Okay? Il n'est pas capable de voir ce qu'il y a derrière. Fait qu'il l'active tout le temps à travers la raison. À travers les justifications. Il a raison. Il a toujours des bonnes raisons. Fait que mieux ils sont les raisons, meilleurs ils sont, plus ils vivent d'émotions. Plus l'énergie passe. T'sais?
Fait qu'il est habitué comme ça. Il se fait dominer, en fait, par la raison. Ce que j'appelle la raison des émotions. Dans le sens qu'il vit des émotions à travers sa raison. Les gens qui pensent que dans les émotions, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Tu sais, il y en a plein. On ne vivrait pas d'émotions sans raison. Si on vit des émotions, puis même un fou, quelqu'un complètement dingue, il y a toujours des bonnes raisons. Posez-lui des questions, vous allez voir, il va vous en donner des bonnes raisons qu'il a. Ce ne sera pas des bonnes raisons pour vous, mais ça va être des bonnes raisons pour lui. Fait que, il agit comme il agit parce qu'il y a des bonnes raisons de le faire. C'est la même mécanique. C'est le même processus. Alors, il s'agit d'intervenir avant ça. Mais c'est pas facile parce que les gens ont l'habitude. Hein, fonctionnent de cette façon-là. Ils ne connaissent pas d'autre volonté que la volonté émotionnelle. Hein? Ils n'ont jamais exercé une volonté autre. Volonté purement mentale. C'est quoi une volonté mentale? C'est une capacité d'observer, de voir la mécanique, d'observer la mécanique en temps réel. Vous voyez la réalité à ce moment-là, en temps réel. Ça devient votre volonté. Il faut avoir l'intelligence avant d'avoir la volonté. Vous développez l'intelligence, après ça, la volonté. On ne peut pas développer une volonté sans intelligence, autrement dit, sans être intelligent de ce qui se passe, de ce qu'il y a comment ça fonctionne. Comment voulez-vous avoir la volonté? Quand vous vivez des émotions, vous avez la volonté parce que vous avez des bonnes raisons. Voyez-vous? Est-ce que les bonnes raisons, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours lié au fait de devoir se protéger, se mettre en sécurité? Ouais. Mais il faut que ça soit logique. Psychologiquement, en tout cas. Parce que c'est une façon de se sécuriser. Plus une personne a l'intellect développé, plus il est insécure, dans le fond. C'est l'insécurité qui le fait développer ça, d'intellect. Quelque chose qui le pousse dans le derrière. C'est ça qui le pousse. Son insécurité. Fait qu'il faut qu'il sache tout. Il va aller dans les détails, dans les détails, dans les détails. Au niveau psychologique. Au niveau occulte, c'est la même chose. Fait que, mais c'est dirigé autrement. C'est notre insécurité qui fait qu'on creuse, on gratte, on essaie de savoir. Mais là, c'est dans l'autre direction. Puis on peut savoir seulement dans l'action. On peut savoir seulement quand on en parle, quand on le vit l'expérience. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir la volonté de transmuter tout ça, de comprendre tout ça sans cette grande insécurité qui pousse à justement chercher à les comprendre? Exactement. Oui, mais la grande insécurité, c'est la souffrance. Ça prend la souffrance, ça prend cette insécurité-là. Il faut se sécuriser. On a besoin de se sécuriser, mais c'est la manière qu'on se sécurise. Si on essaie de se sécuriser psychologiquement, si on essaie de se sécuriser réellement au niveau de savoir comment ça fonctionne, c'est différent. On finit par se libérer de cette insécurité-là. Les gens sont insécures parce qu'ils n'ont pas d'identité. Normal. Ils n'ont pas de centre. Ils sont décentrés. Comment? Ils sont décentrés par l'autorité collective. Ils ont accepté l'autorité collective par peur du rejet et de l'abandon. Quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas fait la déduction intellectuelle, là.
Ils l'ont vécu, point final. Un enfant, il se sent vulnérable. Donc, il se sent insécure. Normal. Alors, il accepte. L'enfant, il accepte sa mère. T'sais, même si c'est bien... même si ça l'étouffe, il va accepter pareil. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, là. Mais en faisant ça, il se met dans la merde. Sans savoir. C'est ça Malgré qui lui. est particulier, c'est que tout le monde se bat pour maintenir ces conflits en place, et c'est ça qui fait souffrir. Ouais. Ouais. Ils défendent leur conflit, puis c'est ça qui fait souffrir parce qu'ils ne savent pas. C'est l'ignorance totale. Puis même si les gens le savent intellectuellement, ils ne savent pas encore, parce qu'il faut qu'ils vivent l'expérience pour le savoir réellement, pour sortir de l'ignorance, finalement. C'est quand on le vit qu'on... Ah, OK, là, je le sais, là, pourquoi. Là, je le sais comment ça marche, puisque je l'ai expérimenté dans mon propre laboratoire. C'est là que vous commencez à vous individualiser, à développer une identité. Quand vous êtes moins assujetti ou vous n'activez plus l'assujettissement à l'autorité collective à travers votre conflit. Donc, plus une personne va être insécurisée, plus elle va avoir besoin d'être dans la certitude avant de faire un mouvement, de changer quoi que ce soit. Non, elle va faire des mouvements. Elle peut faire des mouvements sans être sûre, justement. Mais c'est dans le mouvement. Le mouvement, c'est une action, c'est une expérience. Alors, elle a une présence dans l'expérience, elle est capable d'observer ce qui se passe. À moins d'insécurité. Plus elle vit ce genre d'expérience-là, moins elle est insécure, puisqu'elle développe de plus en plus une capacité de gérer tout ça. Donc elle se fie plus à la résultante, quoi. Oui, absolument. C'est pas elle qui décide. Tu sais, les gens qui croient qu'ils sont individualisés, là, tu sais, puis qui ne le sont pas, tu sais, qui ont peur de perdre leur individualité, ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Tu sais, ils sont dans l'illusion totale. C'est les gens les plus assujettis à l'autorité collective, ou à la conscience collective. C'est très subtil, quoi. Les pièges sont très subtils. Ouais, c'est plein de pièges. Plein. Ouais. Puis vous ne les voyez pas, c'est ça le pire. Vous pouvez les voir pendant longtemps. T'sais. Puis quand ils tombent dedans, là, ils sont tous découragés. Là, t'sais. Dépression temporaire ou dépression continuelle, whatever. Là, t'sais. Ils sont tous découragés. Puis ils défendent leur individualité. Ils n'en ont pas, mais c'est pas grave. T'sais. C'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils la défendent tant que ça. Là. Un individu qui a de l'identité, il ne défend pas son individualité. Il n'a pas besoin. Défendre quoi? Contre quoi? Il a déjà vécu de combat contre. Il n'y a plus rien ni personne qui peut l'ébranler. Il n'y a plus de combat à ce moment-là. C'est gagné. Puis ça se maintient tout le temps. Est-ce que c'est lié au fait qu'une personne qui n'est pas encore individualisée, elle s'identifie à des croyances, à des choses qui ne sont pas forcément ajustées, donc il y a quelque chose à perdre là-dedans. C'est ça la croyance, c'est ça croire. Comme je disais au début, croire, c'est ne pas vivre l'expérience. Penser que on le sait. On le sait parfaitement, intellectuellement. Mais c'est pas assez, ça.
Ça, c'est, comme je dis, l'éveil psychologique. Mais tant que l'individu n'a pas vécu l'expérience, si les individus qui sont en éveil psychologique, ils vont répéter, ils vont parler de la même information, vont répéter ce que l'autre a dit, ou l'information, où ils ont trouvé l'information, mais ils ne pourront pas créer leur propre information. Aussitôt qu'une personne s'éveille à la réalité systémique, etc., à travers l'observation, comme on parlait, là, automatiquement, il le voit à travers ses propres yeux. Il va parler de la même chose, mais il va rajouter des affaires. Ça fait partie de sa créativité. Il devient créatif automatiquement à cause qu'il a vécu l'expérience. T'sais? Tandis que l'autre personne va répéter. Va parler de la lumière, puis de ci, puis de ça. L'astral, le monde des morts, etc. Tant qu'on reste dans des concepts comme ça, on reste dans la croyance. Donc, on n'est pas éveillé. C'est pas scientifique encore. C'est pas une approche scientifique de la réalité. C'est ça. Là, c'est un éveil mystique. Genre, c'est même pas un éveil systémique, là, psychologique. C'est un éveil mystique. Ésotérique. C'est fini, ça, là. Il faut regarder la vie de façon scientifique, mentale. Sans ça, là, on est fait à l'os. On souffre. On ne peut pas évoluer comme ça. On évolue au gré du système. Évoluer au gré du système, c'est souffrant. T'sais. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas conscience des rouages du système, on évolue au gré du système. On pense être autonome, on pense être conscient, mais on ne l'est pas. Mais une personne qui est néophyte et qui n'a jamais entendu parler de tout ça, si elle entend parler qu'une approche scientifique pour lui permettre de moins souffrir, c'est quand même inédit. On n'a jamais utilisé une approche scientifique pour ne plus souffrir. La psychologie moderne, c'est un peu ça, de façon limitée. C'est une approche plus ou moins scientifique, de façon limitée. C'est une psychologie. Ce dont je parle, c'est une psychologie, mais c'est une psychologie vibratoire. Donc scientifique, on reste toujours dans la cause à effet, on observe la cause à effet. C'est ça, ouais. Et non seulement ça, ça devient scientifique quand plusieurs personnes le vivent, la même chose. Vivent le même phénomène. Quand vous pouvez expérimenter la même chose que moi j'ai expérimenté, là, ça devient scientifique. Vous l'observez dans votre propre laboratoire, vous répétez l'expérience. Voyez-vous? C'est la même expérience pour tout le monde. C'est pas se casser la tête. Là. À différentes sauces, mais c'est la même expérience. Donc la difficulté, c'est simplement que certaines personnes n'ont pas les yeux encore pour le voir. N'ont pas l'expérience, ni ne sont pas suffisamment évolués. Il y a quelque chose qui manque. Il leur manque quelque chose. Puis habituellement, ce qui leur manque, c'est de la souffrance. Puis ils n'ont pas assez souffert encore. Donc la souffrance, elle amène à une maturité? L'amène à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Ou abandonner complètement. Et la personne qui est un peu plus sensible, un peu plus évoluée, à ce moment-là, elle va vouloir savoir, c'est ça qui fait qu'elle recherche dans le monde, whatever, une solution. Elle va entendre des gens parler,
Tu sais, ça me parle, ça me parle moins, etc. Aujourd'hui, il y en a tellement là, de personnes qui parlent de façon spirituelle ou différente. Tu sais, que si ça parle à la personne, tant mieux. Tu sais. On n'essaie pas de... Moi, je n'essaie pas de convaincre personne. Si les gens sont prêts, si ça leur parle, ça va. Si ça leur parle pas, juste tout bad. C'est leur problème, pas le mien. Je suis pas en mission, moi, là, de convaincre tout le monde. Je suis trop conscient des différences. Donc, il vaut mieux une pomme qui soit mûre et prête à écouter C'est ça, ouais. que 20 pommes Exactement, pas encore prêtes. ouais, exactement. Ouais. C'est important. Parce que s'il y en a une personne qui s'éveille, lorsqu'il y a une personne qui s'éveille, elle rayonne. Elle diffuse, malgré elle, à ses enfants, à son environnement, d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que ça se bâtit. Comme ça que ça se propage. Ça a toujours été comme ça. Regardez la religion chrétienne ou toutes les autres religions, comment ça s'est propagé. C'est comme ça. Je fais pas une analogie au niveau de la religion, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est du bouche à oreille. Comment que ça marche. Oui, donc là, la distinction, c'est surtout dans le fait qu'il y a une approche qui utilise une approche beaucoup plus scientifique et une autre qui est basée justement sur les croyances. C'est ça. Sur du connu, sur des croyances, et non l'expérience. Si les gens vivaient l'expérience, ils réaliseraient que c'est pas du tout comme ils pensaient. T'sais. Les gens ont tendance à fantasmagoriser tout, là, et à anthropomorphiser, comment dire, à personnaliser. Ils ont tendance à faire ça. C'est primitif, mais c'est comme ça. Donc ils utilisent les formes, les images, les concepts qu'on leur a donnés, qu'on leur a proposés. C'est ça. C'est normal. En attendant, ils souffrent. Puis ils tournent en rond. Fait que si ça leur parle, ça, essaye-les. T'as rien à perdre.